pas pourquoi, mais je suis trop nerveux aujourd'hui. Je pense qu'il aurait dû enregistrer l'allocution aussi. Ça aurait passé avec un rapport d'activité. C'est comme une dernière. Fait qu'immanquablement, s'il y a une baisse de régime pendant l'allocution, je vous prie de ne pas m'en tenir rigueur. Permettrai de saluer, à l'instar de Louise, les invités nationaux, les invités internationaux, vous, délégués au Congrès, et le personnel de la centrale. Effectivement, beaucoup d'émotions pour une dernière allocution à titre de président de la CSQ, un titre que je porte avec honneur, avec fierté depuis 9 ans. Je vous remercie très sincèrement de la confiance que vous m'avez accordée pour assumer cette fonction qui m'a permis de prendre la parole dans l'espace public en votre nom. Parole qu'il importe de relayer ces temps-ci. Ça a été un privilège de pouvoir le faire, surtout avec l'apprenti sorcier qui nous gouverne et qui, en 9 ans, a tenté souvent de nous bâillonner, mais comme centrale, puis grâce avec votre support, on est en mesure de ne pas se laisser bâillonner et de toujours dire ce qu'on avait à dire. On vient de voir ensemble le rapport d'activité qui a brossé à grands traits le bilan de notre dernier triennat. 3 années bien remplies et je dirais réussies, au cours desquelles on a travaillé sans relâche. J'ai tendance à lancer ça en avant, marquer un certain détachement, mais je vais me retenir. Malgré un environnement hostile, parce que c'est ce qu'il faut se dire aussi, nous travaillons dans un environnement difficile. 9 années de gouvernement Charest, 6-7 de gouvernement Harper, donc ça n'a pas été un cadeau pour assumer une présidence de centrale. Il y a des paysages qui pourraient être plus confortables. Et malgré tout ça, on s'est employé à réaliser des grands mandats que les délégués nous ont confiés lors des congrès. Aujourd'hui, on peut être fier des avancées que nous avons faites, bien qu'il y aille de soi qu'il en restera toujours à faire. Un fameux adage qui nous dit 20 fois sur le métier. Il n'y a jamais rien d'acquis dans le syndicalisme. L'ancien président de la CECS à l'époque disait « syndicaliste, c'est souvent repartir à zéro ». Tel le phénix, il faut renaître souvent, mais pour ma part, je permettrai pour ce congrès de faire un peu différemment, compte tenu que c'est plutôt dans une dynamique de regarder 9 années à la présidence de la centrale, donc un peu bilan, même si on vient d'avoir un rapport d'activité du dernier triennat, et éventuellement, la future présidente de la centrale aura l'occasion de faire la projection avant, même si me permettrait quelques avancées, pas pour tracer le chemin à la place des autres, mais pour vous laisser un bout de ma vision. 2003, la CSQ a un nom qui disait rien dans l'imagination populaire. Président qui arrivait d'un peu nulle part, quoi, même si c'était un gros syndicat de la centrale, il n'avait pas nécessairement une notoriété dans l'espace public. Aujourd'hui, 9 ans plus tard, il en demeure pas moins. Je ne dis pas qu'on n'était pas bon à l'époque, mais à force d'efforts, on peut compter sur un effectif qui est plus nombreux, plus diversifié, un réseau d'influence beaucoup plus développé, structuré, une voix plus forte sur la place publique et des liens plus étroits avec l'ensemble des autres organisations syndicales. Ça ne fait aucun doute. Notre organisation a grandi et bien changé. Et pour tout vous avouer, moi aussi. En tout cas, j'espère. Je prendrai le bulletin à la fin de la semaine. Loin de moi l'idée de vouloir laisser entendre que notre organisation ne faisait pas notre fierté. Bien au contraire. Je dis simplement que cela pourra toujours être mieux et que la CSQ, comme un bon vin, s'est améliorée avec le temps. Mais comme je le disais précédemment, quand je me rappelle l'arrivée à la présidence, on avait comme la difficulté à percer, à
afficher une notoriété. J'entends encore les membres dans mes premières années de mandat. La visibilité, où est donc le président? Tu sais, ce besoin de se faire voir, je pense que 9 ans plus tard, on peut dire que la CSQ, son exécutif, sa présidence, je veux dire, sont dans cet espace public que vous souhaitiez pour pouvoir faire entendre votre voix. Le moins qu'on puisse dire, c'est que l'enseignant que j'étais a dû plutôt retourner en classe, essayer d'être le meilleur élève du monde pour atteindre les aspirations que vous souhaitiez. Et vous me permettrez de lever mon chapeau, de faire un clin d'œil à l'ensemble des personnels de la centrale, personnel conseil, personnel de secrétariat, technique et personnel de direction. Je dirais que notre capacité de réalisation de mandat et de se projeter dans l'espace public pour faire avancer les conditions de vie, les conditions de travail de nos membres, mais il y en a une partie qui leur revient. Merci donc à tout le personnel de la centrale. Si la notoriété de la CSQ est mieux établie, je ne veux pas dire qu'il faut relâcher, il faut continuer à la renforcer. La CSQ s'est acquis une crédibilité enviable et notre opinion porte non seulement en éducation, en santé, dans les secteurs professionnels propres à nos membres, mais également dans des domaines de préoccupation politique, socio-économique plus larges, partagés par l'ensemble de la population. Si les 3 lettres CSQ ont une signification plus forte aujourd'hui, pas la prétention que le mérite doit être attribué strictement à son président. Je pense que c'est œuvre collective, à commencer par le conseil exécutif. Permettrez de les remercier, de les saluer. M. Ferland dirait Louise, ma première vice-présidente. Daniel B. Lafonnière, secrétaire trésorier. Sylvie Simoneau, 2e vice-présidente. Et Pierre Jobin, 3e vice-président. Permettez de saluer aussi celles et ceux qui ont précédé Alain Pélissier, ancien secrétaire trésorier de la centrale, Diane Charlebois, une vice-présidente, Jacinthe Côté et Pierre Séguin. Je pense que syndicaliste n'a de sens que lorsqu'on le construit collectivement, mais également, si cette notoriété-là a cru, c'est parce que vous y avez cru et que vous étiez là pour répondre présent et faire resplendir la CSQ partout sur le territoire québécois. Cela a commencé par ce fameux « nous CSQ », parce qu'on a eu comme un petit moment de déprime au milieu de la décennie, ou pas de la décennie des années 10, mais de la décennie 2000, où là, on manquait un peu de nous. Nos rendez-vous doux manquaient de nous. Hein. Fait qu'on s'est mis à placer le sentiment d'appartenance bien à l'avant-plan, parce que c'est important de se rattacher à notre organisation. Et je dirais que ce mandat-là a été réalisé au niveau des instances générales, au niveau de nos délégués. L'acronyme CSQ est un nom signifiant aujourd'hui pour nos syndicats, nos fédérations, au niveau de la structure militante. Mais un travail important d'adhésion reste encore à faire auprès de la base, de l'ensemble de nos membres. En effet, en toute franchise, il faut bien admettre que le mouvement syndical n'est pas à l'abri du clientélisme ambiant. Il y a une différence entre être un client d'un syndicat et être un adhérent à un syndicat. Une approche individualiste encouragée par un État qui craint la solidarité et qui préfère l'individualisme ont tendance à nourrir cette tendance clientéliste. C'est ainsi que, selon cette conception qui transforme la solidarité sociale en marchandise, les étudiants ne seraient que de simples clients consommateurs de cours, que les patients ne seraient que de simples clients consommateurs de services médicaux et que les citoyens ne seraient que de simples consommateurs de services publics. On n'est plus dans le bien vivre ensemble, on est dans le bien acheter ensemble et tout s'achète. On a dit non à ça comme centrale. Cette mentalité marchande se manifeste aussi dans nos propres rangs. Comme moi, vous avez certainement remarqué que certains membres considèrent les syndicats comme des compagnies d'assurance auxquelles ils cotisent en retour de service. C'est là une bien mauvaise compréhension de ce qu'est le syndicalisme, une conception étroite de notre raison d'être à laquelle, justement, nos détracteurs voudraient nous confiner, parce que ça serait tellement plus facile de nous écraser. Regardez le sondage récent du Conseil du patronat qui dit que la population souhaiterait que les cotisations syndicales servent strictement à la négociation des conditions de travail. On voit bien là la volonté de restreindre notre capacité d'influence.
Donc, on aura un travail important à accomplir de formation et d'information auprès de l'ensemble de nos membres pour mieux comprendre que les organisations syndicales sont des contre-pouvoirs essentiels dans une société, des agents de changement social. Il faut absolument remplacer ce rapport de consommateur avec le syndicalisme par une adhésion à un véritable mouvement de transformation sociale, un mouvement qui puise sa force et change les choses à travers le politique. Ce travail de conviction auprès de nos membres doit être au cœur de notre volonté de renouveau syndical. On en aura un atelier pendant ce présent congrès. Je pense que ça fera partie du paysage de la CSQ au cours des 3 prochaines années. Et c'est pas seulement que des mots parler de renouveau syndical. Je pense que ça va entraîner des initiatives, des travaux fort importants pour l'organisation. C'est pas propre à la centrale. Je pense que ça traverse l'univers. Et dans ce contexte-là, j'ose souhaiter bonne chance à la centrale dans les travaux qu'elle entreprendra en matière de renouveau syndical. C'est notre quête de légitimité interne, externe. C'est notre quête d'influence, je veux dire, dans une société qui sera au cœur de ces travaux. Dans le même esprit, force est de constater que des progrès immenses ont été réalisés sur le plan de la cohésion et de la coordination régionale. Vieux débat. Je relisais des comptes rendus de procès-verbal des années 80 et 90. À quel point, je veux dire, ça a toujours été une préoccupation de renforcer notre cohésion au niveau régional. Je dirais que les 2 derniers triennats nous ont permis de raffermir cette cohésion, cette coordination régionale. Et je dirais que ça affiche une bien meilleure présence de la CSQ sur l'ensemble du territoire québécois. Je suis convaincu qu'un syndicalisme bien enraciné, on parle du rapprochement avec les membres, mais le rapprochement, c'est concret. Donc, ce syndicalisme bien enraciné dans chacune de nos régions porte avec plus d'efficacité les aspirations des membres en devenant un acteur social et politique à la fois crédible et incontournable. J'ai observé avec un grand plaisir le resserrement de ces liens entre nos syndicats sur le plan régional, alors qu'il n'y a pas si longtemps, on vivait dans une même région, puis c'est à peine si on se connaissait entre syndiqués de la même centrale. À travers la coordination régionale, nous avons réussi à créer une véritable famille CSQ dans chaque région où nous sommes présents, une famille liée par la solidarité syndicale, une grande avancée pour laquelle nous méritons toutes et tous des félicitations. Vous pouvez y aller, félicitez-vous. Là, je voyais votre hésitation, je reconnais votre humilité, ou c'est peut-être l'heure. Hein? On est habitué à commencer le congrès en après-midi, mais là, donc, bien se tenir réveillé, puis n'ayez pas peur, comme on dit des fois, de vous trouver bon. Donc, sur le plan interne, notre organisation s'est diversifiée. Elle demeure chef de file en éducation, bien sûr, et une voix significative en santé et services sociaux. Depuis, elle est devenue la force syndicale la plus représentative en petite enfance au Québec. La CSQ a su innover en syndiquant des travailleuses sans statut. Je dirais que c'est peut-être la réussite de la décennie, avec, je veux dire, encore un coup de chapeau à notre première vice-présidente qui s'est investie corps et âme dans ce dossier-là. Ces femmes qui étaient isolées dans leur domicile, qui ont eu droit à la syndicalisation, qu'on a cassé les syndicats, qu'il y a eu des batailles juridiques pour permettre finalement qu'elles puissent se syndiquer, avec une loi qui ne fait pas facilement, je veux dire, pour aller quérir les droits. Je veux dire, on ne veut même pas leur reconnaître une convention collective. Vous voyez, c'est un gouvernement qui a de la misère avec les mots, moratoire, convention, droit afférent, droit de scolarité. Il faut utiliser son vocabulaire. Nous, on s'est occupé d'utiliser notre vocabulaire pour faire en sorte que les femmes qui étaient intervenantes, qui étaient responsables de garde en service en milieu familial, puissent avoir des conditions décentes et être traitées, je veux dire, dans la modernité, plutôt que d'avoir des conditions qui étaient plutôt moyenâgeuses. Donc, encore une fois, félicitations à toutes ces femmes qui se sont tenues debout. Mais on ne s'est pas seulement retourné vers nous-mêmes, replié sur soi. Je pense que dans les défis qui vont se poser à la société québécoise, qui vont se poser au mouvement syndical dans les prochaines années, l'importance de resserrer les liens, l'importance, je veux dire, de sortir du repli sur soi pour pouvoir, coude à coude, je dirais, lutter pour une meilleure société. Mais on s'est employé comme centrale syndicale, je dirais, à travailler avec les autres organisations syndicales au cours de ces dernières années. En 2003, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de monde qui avait pensé à ce qu'on puisse constituer un secrétariat
intersyndicale des services publics, de travailler avec le FIC, avec les fonctionnaires, avec le PTS. C'est fait. Je veux dire, depuis presque 7 ans maintenant, on travaille, je veux dire, à fond de train. Je n'ai pas oublié les professionnels du gouvernement du Québec. Je les ai inclus dans les fonctionnaires, mais je vais les nommer spécifiquement. Donc, 5 organisations qui, jour après jour, ont travaillé, je veux dire, à présenter un front uni pour la défense et la promotion des services publics. Et on n'en est pas resté là, je veux dire, dans cette dynamique-là. On a voulu aussi, je veux dire, il y avait peut-être un certain fléchissement de l'unité syndicale à un niveau national, des tensions entre les centrales. On a repris le bâton du pèlerin comme centrale, de concert avec nos amis du SISP, avec les leaders des autres centrales syndicales, pour reconstituer un front commun. Et je vous dirais que de cette manière, on a été en mesure, je veux dire, de construire ce front commun-là pour mener la dernière ronde de négociation dans un contexte économique qui était particulièrement difficile, avec une négociation qui avait fini un peu sur les chapeaux d'eau en 2005 avec une tension. Malgré tout ça, pour le bien, on a placé l'intérêt des membres au-dessus des organisations. Puis je tiens à remercier les leaders syndicaux qui ont fait finalement abstraction d'intérêts corporatistes pour joindre la voix ensemble. Je vais prendre le temps de les nommer, ceux qui sont là, puis de les saluer bien dignement. En l'occurrence, le président de la FTQ, Michel Arsenault, le président de la CSN, Louis Roy, les collègues du SISP qui ont été de cette belle aventure du Front commun, Dominique Véraud, Lucie Martineau. Gilles Dussault n'est pas des nôtres, mais je prends le temps de le saluer. Je suis certain que son successeur fera le relais. Là, à part regarder ma feuille, je vais en échapper. Régine Laurent de la FIC, j'espère que je les ai toutes nommées, parce que ça, c'est le défaut. Je vais regarder, ça a l'air qu'un gars comme moi, je ne dis pas tous les hommes, pardon? Et nous autres, évidemment, mais on s'est déjà félicité de tout ça. Et l'élément, qu'on le veuille ou pas, le Front commun, ça, pourquoi il a été constitué? Pour la table centrale. Il a duré jusqu'à la fin. C'est peut-être une première parmi tous les fonds. C'était le plus grand Front commun, je dirais même plus grand que celui de 72, et qui a duré jusqu'à la fin sur les interventions communes. Tu sais, il y a des fois des mélanges des genres. On pense que Front commun, c'est Front commun dans tout. C'est table centrale, et du côté de la table centrale, nous sommes allés ensemble jusqu'au bout du voyage, et ça, c'était une première dans l'histoire des Fronts communs. Mais en même temps, le succès de ce Front commun-là nous a fait rêver d'un front social plus large, parce que je pense que les conditions de travail de nos membres, il ne faut pas juste se négocier une table de négociation, il se négocie dans un environnement social, dans un environnement politique, et dans ce sens-là, pendant la négociation, on a fait le pari qu'après la négociation, nous maintiendrions ce front commun qui prendrait allure d'alliance sociale. Et cette alliance sociale-là, vous l'avez vu dans le rapport d'activité, a participé, je veux dire, à différentes manifestations, à différentes luttes. On n'a qu'à penser à la grande manifestation contre les choix budgétaires du gouvernement Charest, le budget Bachand. Vous savez, le budget Bachand, là, on en subit les affres depuis 3 ans, puis on en a encore pour 2 ans. Et il se dit un social-démocrate. Je pense qu'on va l'envoyer à un stage intensif en Scandinavie avec Peter Waldorf de l'International des services publics, parce qu'il a manqué le cours à quelque part, là. Fait qu'il faudrait qu'il y ait un suivi plus intense. Mais on est habitué, on est une centrale qui a beaucoup de monde en éducation, fait que la récupération, la réadaptation, on est en mesure de le faire. On a également, en Alliance sociale, participé à la manifestation du Jour de la Terre le 22 avril dernier. Je pense qu'on a vu là, au cours des dernières années, cette inquiétude qu'on avait, individualiste, le monde individualiste. Je pense que le 22 avril dernier, c'était le triomphe du collectivisme. On a réalisé que finalement, nous, les Québécoises, les Québécois, je veux dire, il y a comme un fil qui nous tisse ensemble, qui nous lie ensemble. Puis c'est pas vrai, je veux dire, qu'on a sombré dans chacun pour soi de façon aveugle. Je veux dire, on a envie, je veux dire, d'être bien, oui, soit, mais on a envie que celles et ceux qui sont autour de nous soient bien également. Et on a participé, évidemment, en Alliance sociale à supporter activement les étudiantes, les étudiants au cours des derniers mois. D'ailleurs, ces valeurs, ils ne sont pas là, mais je leur lève mon chapeau. Puis c'est vrai là, que je vais nommer 3 noms, puis ça ne traduit pas
toute l'intensité, puis toute la compétence et la qualité des jeunes qui se sont investis dans le mouvement étudiant. Mais il en demeure pas moins que les 3 porte-paroles principaux, Martine Desjardins, Léo Bureau-Blouin et Gabriel Nadeau-Dubois, indépendamment qu'on pense comme eux, qu'on pense pas comme eux, il y a de quoi être fier de notre jeunesse, là. Celles et ceux qui disaient qu'on forme des cancres, là. Donc, cette génération dont on disait qu'elle était individualiste, désintéressée, apolitique et égoïste, est en train de donner une belle et grande leçon de solidarité sociale à toutes les générations. Cette vague étudiante a même balayé en quelques semaines les courants de droite. Hein? Depuis 1 an ou 2, on entendait Réseau Liberté, IADM, il n'y en avait que pour eux. Et ça a changé le paysage, ça fait du bien. Ça fait du bien. Donc, depuis quelques années, à l'initiative de l'Institut économique de Montréal, du Réseau Liberté Québec, des radios poubelles et des médias populistes de Québécois. Pour ma part, je n'ai jamais été de ceux qui avaient perdu confiance dans les jeunes, parce que quand on les fréquente, je veux dire, on a tôt fait de voir qu'il y avait là, je veux dire, un germe, je veux dire, d'éveil politique. Mais j'avoue que l'espoir qu'ils m'ont redonné en l'avenir est plus grand que tout ce que j'aurais pu souhaiter. Cela faisait du bien de voir nos médias nous renvoyer les images de ces centaines de milliers de jeunes et d'adultes qui n'ont rien perdu de leur idéalisme, marchant pacifiquement dans la rue pour s'opposer aux visées d'un gouvernement corrompu et cynique. Le contraste pouvait frapper difficilement plus. Je leur dis merci aux étudiants, puis je me permettrai, parce que ça était dans le rapport d'activité, mais de se le rappeler, là, parce que j'ai eu un petit débat à un moment donné avec Régent Breton, un sombre personnage des relations industrielles de l'Université Laval, un avocat de droite, là, qui disait que l'université, ça se mérite. Mais je pense qu'il faut changer la perspective. Il faut regarder le débat étudiant, le conflit étudiant, plus large que le conflit étudiant, et de le voir dans une dynamique collective. La pleine accessibilité aux études supérieures, c'est pas juste une question là du mérite de ceux-ci, puis de pouvoir y aller. C'est en même temps un devoir d'État, c'est en même temps une obligation que nous avons, la société québécoise. Je le répète depuis des mois, 1 400 000 emplois à pourvoir dans la prochaine décennie. On n'aura pas assez des jeunes pour pourvoir tout ça. 70 % ça va nécessiter une éducation supérieure. Fait que dans un contexte comme celui-là, le Québec n'a sûrement pas le moyen de se priver de jeunes qui voudraient aller à l'université parce qu'il y aurait des pressions économiques, parce qu'ils s'endetteraient, parce que ça les découragerait d'y aller. Et c'est ça, je veux dire, à regarder les éléments dans une perspective plus large. Pas là, il faudrait qu'ils fassent leur juste part. C'est drôle comment est-ce que ce gouvernement-là, il ne fait pas le débat sur la juste part des compagnies et des grandes entreprises, puis on voudrait aller prendre dans la poche de ceux qui sont déjà pas très riches, puis en laisser plein des poches aux riches. Et de ce côté-là, je pense qu'à la CSQ, nos jeunes nous donnent aussi beaucoup d'espoir. Je dirais de façon générale, nos réseaux. Je pense aux jeunes du Québec qui ont su se tenir debout ces derniers mois. Je pense à nos jeunes dans notre réseau des jeunes. Mais je regarde dans l'ensemble de nos réseaux, il y a comme, parce que des fois on pense relève, on pense jeunes, mais je pense qu'il faut penser relève avec nouvelles militantes, nouveaux militants. Je pense à notre réseau des jeunes qui est un reflet, je veux dire, de cette jeunesse qu'on voit en ébullition dans les rues depuis plusieurs mois. Je pense à notre réseau des femmes, je veux dire, qui mène une démarche, qui mène un engagement pour favoriser le militantisme. Je pense à notre réseau d'action sociopolitique qui a doublé et presque triplé, je dirais, sa participation, si on la regarde sur un espace plus long, de participants au réseau pour développer, pousser plus loin encore notre conscience politique, faire les liens entre nos conditions de travail, nos conditions de vie, entre les orientations qui sont prises par un gouvernement. Je pense à notre réseau de l'environnement. Donc, sous cet aspect-là, je veux dire, cette espèce d'effervescence des jeunes qu'on ressent dans les rues au printemps en lien avec les droits de scolarité, en lien avec la loi 78, on la ressent aussi à l'intérieur de la CSQ avec nos différents réseaux. Là aussi, je remercie ces militantes, ces militants de s'investir, de passer des journées, aller chercher de la connaissance, de la compétence, du savoir et de répercuter, je dirais, ces engagements-là dans leur milieu.
Vous pouvez féliciter les autres aussi, là, tout ce monde-là. Je suis convaincu que, sans dire que nous sommes responsables du bouillonnement social, vraiment pas moins qu'on a, par nos actions, par ces engagements-là, contribué au bouillonnement social de ce printemps au Québec, notamment à travers l'écho des casseroles. Ceci dit, là, j'espère, j'ai un souhait profond. Parce que j'ai tapé de la casserole une fois sur le balcon d'un ancien directeur de module à l'Université du Québec à Montréal. J'espère que quelqu'un a pris et a enregistré, puis que M. Charest fera circuler sur les ondes le président de la CSQ en train de taper de la casserole. Faut-tu être méprisant? Faut-tu être méprisant, passer une pareille annonce? Moi, je comprends qu'il mène sa lutte politique, puis il va y écraser Pauline Marois, ça y appartient. Mais toutes celles et ceux qui ont tapé de la casserole, c'était pas des idiots à plein temps, à commencer par moi-même. Je pense que c'était une façon de marquer l'exaspération. Il faut donner des mots maintenant, aujourd'hui, au bruit des casseroles. Je le comprends. C'est pas ça qui va faire la politique. Mais depuis 50 ans, on a entendu les casseroles se taper un peu partout sur la planète. Et plus souvent qu'autrement, c'était justement l'expression d'une exaspération et l'expression également d'un désir profond de changement. J'espère que le changement s'en vient. Parce qu'en bout de course, le Québec qu'on connaît actuellement, c'est pas notre Québec. C'est un Québec où les hommes politiques, les femmes politiques sont devenus des marionnettes au service des oligopoles financières pour finalement servir l'intérêt des compagnies, des entreprises, au détriment du peuple. Et c'est vrai qu'il y a peut-être une révolte de la classe moyenne qui se profile. Cette révolte-là, il va falloir la canaliser correctement comme organisation syndicale. C'est vrai que notre monde en a plein, vous savez quoi, de payer des impôts, parce que finalement, ils ont le sentiment qu'on est en train de les égorger, puis ils ont raison de se sentir comme ça. Mais la solution, c'est sûrement pas en faisant payer les pauvres, pas en les enfonçant plus. C'est en faisant en sorte que les grandes transnationales, les grandes entreprises qui viennent puiser dans nos réserves naturelles, qui viennent puiser dans notre richesse, payent leur juste part. S'il y a une place où la juste part n'est pas faite, c'est bien, je veux dire, dans l'impôt des grandes entreprises. On a renversé le fardeau fiscal au cours des dernières années. Quand je regarde vers l'avant, je vois l'Occident se diriger vers un prochain grand rendez-vous. Là, on peut parler de lutte des classes au moment où on se parle. Un grand rendez-vous avec l'histoire. Nourri par la crise financière, le creusement des inégalités économiques. Regardez le passé, vous verrez qu'à peu près tous les 40 ans, il y a un changement de mode de régulation de l'économie. Je pense qu'on est dans cette période charnière de l'histoire. Et tendez l'oreille, vous entendrez comme moi le bruit de la tempête qui gronde, pas celui des bottes de Guillaume Lepage ou des casseroles, mais une dynamique où un peu partout sur le monde, dans le monde, je veux dire, ça éclate. En Europe, en Afrique, en Amérique du Sud, en Amérique du Nord. Et de ce côté-là, le vent commence à souffler. Mais même s'il y a des signes encourageants d'éveil de la conscience sociale, on n'est pas au bout de nos peines, puis on ne se fera pas d'accord, là. Celles et ceux, les possédants, les puissants qui profitent de ce régime-là, ils vont vouloir le garder. Et dans ce sens-là, je pense qu'il faut s'attendre à un bout de tempête encore, qui va se poursuivre. Dans une dynamique, on le voit à Québec, on voit à Ottawa, les lois qui sont adoptées, où les gouvernements renient leur devoir d'État reçu du peuple au profit d'un capitalisme de connivence. Pour moi, ils ont perdu leur légitimité. Ils s'accrochent au pouvoir en succombant à une tentation autoritaire. Hein? Loi 78. Juste penser les lois fédérales, voir le changement de discours. Retourner en dedans les travailleuses, les travailleurs d'Air Canada, du Canadien Pacifique. Aucune pression sur Avios. Quelques centaines de travailleuses et travailleurs qui se retrouvent, je veux dire, sur le trottoir. Même pas d'avis de cessation d'emploi, avec une assemblée d'actionnaires qui va se distribuer 200-300 millions pendant qu'eux attendent encore un avis de cessation d'emploi pour avoir au moins la maigre pitance d'assurance-emploi. Mais ça, c'est privé, on s'en occupe pas. Mais le conflit
avec le Canadien Pacifique, Air Canada, ça, on s'en occupe. Donc, de plus en plus des gouvernements qui utilisent les lois matraques pour écraser les travailleuses, les travailleurs, les menaces d'amende sévères, la répression policière. Donc, un État qui ne tolère plus l'opposition. Et en cela, ces États voyous ne font que copier leurs maîtres capitalistes qui gèrent leur entreprise en imposant leurs diktats à leurs employés à coups de lock-out et de mise à pied sauvage. Je salue les lock-outés de Rio Tinto Alcan. Ça fait déjà plusieurs mois qu'ils sont en lock-out. Une usine qui est la plus productive. Ils battent même les Chinois sur le plan de la productivité. Puis on voit un employeur transnational qui essaye de les écraser. Comme je l'ai dit devant les médias il y a quelques mois, c'est écœurant. Personnellement, je suis profondément dégoûté de voir nos premiers ministres, de supposés chefs d'État, une fois élus, usurper le mandat reçu du peuple pour se mettre au service des grands patrons et nous imposer des politiques d'austérité dont ils n'ont jamais soufflé mot durant leur campagne électorale. Pire encore, devant la grogne populaire, ces dictateurs à la petite semaine ne trouvent pas mieux que de répondre qu'on se reverra à la prochaine élection, espérant que d'ici là, le temps fera oublier l'inacceptable. Comme si la démocratie se limitait à donner un chèque en blanc au gouvernement tous les 4 ans. C'est complètement absurde. La démocratie, je veux dire, dans un contexte comme le nôtre, je veux dire, quand un gouvernement se comporte comme ça, c'est un gouvernement fantoche. Des gouvernements qui sont élus d'ailleurs par une minorité de population. Donc, un nécessaire dialogue social, une capacité de faire la synthèse de plus de préoccupations que celles qui leur sont proches. Et ça, c'est ce qui fait malheureusement défaut au Québec et au Canada actuellement. Des gouvernements qui, avec une faible base populaire, je veux dire, sont en train de redessiner le pays, la province, au détriment de la population. Un point tel, je veux dire, même Justin Trudeau, qui ne se reconnaît plus dans le Canada puis qui pense être indépendantiste. Il faut le faire. Ça a l'air que son père se revirait de bord, puis il s'est replacé la semaine d'après parce que Justin a reculé de 2 pas. Donc, on est pris avec des gouvernements qui cherchent à nous faire avaler la fable du néolibéralisme, voulant nous faire croire que les déréglementations des marchés financiers, les baisses d'impôts multiples aux entreprises se traduiraient comme par magie par une économie plus dynamique et une création d'emplois plus énergique. Complètement faux. Complètement faux. On a juste à regarder la situation du Québec, la situation du Canada. On est rendu quasi des paradis fiscaux. M. Flaherty qui tente de nous faire croire, bien là, on va baisser les impôts aux compagnies. 2 milliards par pourcent de baisse d'impôts. C'est 12 milliards de moins dans les 7 dernières années que le gouvernement fédéral s'est privé. Puis ça, c'est pour engraisser des compagnies en croyant que ça va redynamiser puis revigorer l'économie. Ils vont créer de l'emploi, ils vont réinvestir. C'est pas ça qui est arrivé. Ils s'en sont mis plein les poches, ils ont engrangé le profit, ils sont allés mettre ça dans des paradis fiscaux encore plus avantageux sur le reste de la planète. Et pendant ce temps-là, pendant qu'on réduit les revenus du Québec, pendant qu'on réduit les revenus du Canada, bien évidemment, on a des problèmes de dépenses. Et les problèmes de dépenses, bien, qui c'est qui les assume? Nous, les travailleuses et les travailleurs des services publics. Parce qu'à ce moment-là, on restreint, on réduit le personnel, on met plus de pression sur le personnel. Et ça, c'est le pari des néolibéraux. Mais ça n'a pas marché, le pari des néolibéraux. Nulle part ailleurs sur la planète. Regardez ce qui se passe en Grèce, en Espagne, en Italie. Donc, sur cet aspect-là, je pense qu'il faut en finir avec le néolibéralisme, il faut en finir avec les paradis fiscaux, pour faire en sorte que nos gouvernements aillent chercher les revenus dont ils ont besoin pour assurer le bien commun et le bien vivre ensemble de l'ensemble de la population. C'est pour ces raisons que derrière les thèmes de notre 40e congrès se profile le sens que nous devons donner à notre action politique. Ne vous y trompez pas, nous avons un combat épique à livrer pour reconquérir notre influence politique. La droite, le patronat et une presse influente voudraient confiner les syndicats à un simple rôle d'agent négociateur. Ils voudraient bien nous faire taire pour pouvoir continuer à maintenir en place sans contestation un système où une minorité d'individus s'enrichit de manière abusive en exploitant à son aise la grande majorité de la population. Une minorité qui réussit même à faire croire à une certaine partie de la population que le maintien et la bonification des privilèges consentis aux riches sont dans leur propre intérêt. Elle y parvient d'ailleurs grâce à la complicité des médias dont le niveau de concentration est parmi les plus élevés en Occident. Un de mes agents d'information me disait qu'on a une concentration digne des pays totalitaires.
Ça a l'air qu'on concurrence assez bien la Corée du Nord. Vous n'êtes pas obligé de pleurer à la sortie du Congrès. Faut-il se surprendre que les éditorialistes de ces médias multiplient les papiers pour défendre le maintien des privilèges des riches? Les éditorialistes, un Dubuc qui dit, lui, il fait des chroniques, des analyses, alors que les journalistes, dans les autres pages de la presse, font des chroniques d'humeur. Mais je vais vous dire, de ce temps-là, j'aime mieux avoir de l'humeur que de l'analyse. À commencer par leur propre grand patron et pour discréditer les revendications des syndicats, des travailleurs et du peuple. Bien sûr que non, puisqu'ils savent très bien que la poursuite de leur propre carrière journalistique en dépend, éditorialiste principalement, en dépend et qu'ils ne sont eux-mêmes que des larbins de l'élite possédante. Ces adversaires des syndicats nous dépeignent comme des tenants du statu quo sous prétexte que nous défendons le maintien de nos programmes sociaux et que nous refusons le changement. Oui, on refuse leur changement. Le changement qui nous ramènerait 50, 60 ans en arrière, qui fera en sorte que celles et ceux qui ont de l'argent puissent se faire soigner, que celles et ceux qui ont de l'argent puissent aller dans une école d'élite et que finalement le bien-être des moins bien nantis dépend de la charité et du choix qu'on veut bien faire, de qui on va aider. Non, ça, ce changement-là, c'est vrai. On n'en veut pas. On n'en veut pas. On veut un Québec social, un Québec où tout le monde va pouvoir se faire soigner, tout le monde va pouvoir être traité, tout le monde va pouvoir profiter, je veux dire, du bien commun. Les choses ont changé et c'est grâce notamment aux syndicats qu'on est arrivé là aujourd'hui, qu'on a une assurance maladie. C'est sûrement pas les possédants et les riches qui ont fait émerger l'assurance maladie, l'assurance hospitalisation. C'est des organisations syndicales, des organisations de la société civile progressistes. Et donc, c'est grâce à nous. Puis il faut continuer d'être cette puissance de force de transformation au profit du bien commun. Nous ne sommes pas battus pour rien et nous ne laisserons pas les disciples de l'IEDM, du Réseau Liberté Québec, des radios poubelles, les admirateurs des familles Pélado et Desmarais. Il n'y a personne dans la salle qui était là, à la fête de Mme Desmarais, hein? Je voudrais heurter personne. Et les démagogues de droite à leur service, les adéquistes défroqués de la coalition Avenir Québec et leur chef François Legault, pas plus que le conservateur converti en faux libéral Jean Charest, nous ramener en arrière. Les syndicats sont la plus grande force organisée en mesure de contrer l'exploitation des bridés. On a une responsabilité parce qu'on est bien organisé, parce qu'on a des moyens, et sans aucun frein de nos travailleurs, de nos ressources naturelles et de nos richesses collectives telles que nos services publics. Pas étonnant dans ce contexte que nos détracteurs cherchent par tous les moyens à miner notre crédibilité et à restreindre notre pouvoir d'intervention. Ça va être le défi, ça va être le combat des organisations syndicales, je dirais, dans les 5-6 prochaines années, contrer les volontés patronales, je ne dirais pas gouvernementales à ce stade-ci, mais au moins patronales, de vouloir restreindre les droits syndicaux, puis de restreindre notre champ d'application, justement, pour nous neutraliser et mieux nous faire disparaître. Et quand je regarde mes collègues des autres centrales, les combats qu'ils mènent, je veux dire, en termes de syndicalisation, en certains domaines, je peux vous dire que nous autres, c'est un peu théorique. Jusqu'à présent, on a eu les intervenantes en milieu familial, mais il y a du quotidien qui se vit dans le privé, à quel point, je veux dire, on tente d'empêcher du monde de s'organiser. Et c'est pas pour rien si le patronat essaie de les empêcher de s'organiser, c'est parce qu'il sait que ça va coûter plus cher pour que ces personnes-là soient mieux. Pendant que la conscience politique s'éveille, il faut profiter de ce moment d'effervescence sociale pour convaincre nos membres de la nécessité de renforcer notre action politique. Si l'on veut contrer la propagande de ces tartuffes, il faut reprendre le bâton du pèlerin, aller dans les milieux pour rencontrer nos membres et les convaincre que la partie n'est pas jouée, que nous n'avons pas le droit d'abandonner notre sort entre les mains des pouvoirs financiers et les gouvernements corrompus. Il ne tient qu'à nous de jouer pleinement notre rôle dans la société et nous n'avons de permission à demander à personne. Donc, on n'a pas à se laisser imposer une façon de mener notre syndicalisme. Il y a actuellement un projet de loi privé à la Chambre des communes à Ottawa, C-377, j'espère que j'ai le bon chiffre, qui, c'est sous prétexte de vouloir faire assurer de plus de transparence aux organisations syndicales. Pourtant, nos états financiers, toutes nos affaires, c'est un livre ouvert. Mais mettre une pression pour essayer de cataloguer, puis où on en met, essayer de neutraliser, je veux dire, notre capacité d'intervention dans différents champs. Et on n'a pas les mêmes exigences pour toutes sortes de think tanks de droite, puis même, je dirais, de partis politiques ou d'organisations, de compagnies. On en demande plus aux organisations syndicales. Encore là, une dérive autoritaire. De la même manière, tout en restant ouverts à la diversité, il nous faut prendre la place qui nous revient. Nous n'avons pas à nous excuser d'exister comme peuple.
sur cette terre d'Amérique où nous sommes minoritaires par la langue et par la culture, il est de notre devoir de lutter afin de préserver notre identité reçue en héritage à notre tour, la léguer aux générations futures. Le temps d'agir. Décidément, notre organisation s'est transformée pour le mieux. Elle est maintenant en meilleure santé, jouit d'un rayonnement incontestable. De plus, le sentiment d'appartenance est davantage enraciné, se fait sentir partout en région. Toujours au niveau des militants, il y a du travail à faire avec les membres. La CSQ est aujourd'hui plus diversifiée. Elle a réussi à consolider, à maintenir ses alliances stratégiques. Ça augure bien pour l'avenir et ça prépare à affronter la tempête qui se dessine à l'horizon. Nos gouvernements, je l'ai dit, sont en grave déficit de légitimité. Ils sont donc tentés par des mesures autoritaires. Je pense qu'on a vu des exemples, là. On est sur les premières lignes de feu pour ce qui est des dérives autoritaires, pour se maintenir au pouvoir coûte que coûte. Tout cela au détriment de nos libertés et nos droits fondamentaux. Notre droit à la libre expression, notre droit à la négo, notre droit à la représentation. C'est des éléments qui sont attaqués depuis quelques années. Alors que nous rêvons de démocratie et de liberté, on voudrait les restreindre. Il ne faut pas nous laisser faire. Pour contrer ces menaces, il nous faut, j'en suis convaincu, occuper le terrain politique. Occuper le terrain politique. Pas de façon partisane, mais si on ne s'occupe pas de la politique, elle va s'occuper de nous autres. Car comme je l'ai dit souvent, non, ben c'était écrit finalement. Et c'est justement ce qu'elle tente de faire avec l'avalanche de lois spéciales qui nous tombe sur la tête. N'attendons pas que le droit de négocier ne veuille plus rien dire. Occupons l'espace public et agissons. La défense des intérêts de nos membres et de la population l'exige. Pour ma part, je quitte cette fonction avec confiance en l'avenir, car j'ai foi en vous, en vos moyens. Je peux vous assurer que je demeurerai un syndicaliste engagé, mais dans quelques jours, j'exercerai mon implication de façon différente, toujours en étant convaincu du rôle essentiel qu'ont les organisations syndicales dans notre société. Toujours convaincu du rôle essentiel qu'ont les organisations syndicales dans notre société. Parce que si on n'était pas là, ça serait vraiment pas beau à voir. Tout au long de mon parcours syndical, l'enseignant que je suis s'est efforcé de communiquer ses convictions, ses passions. En bout de course, je peux affirmer que cette fonction m'a toujours habité, mais de façon différente de celle que j'imaginais au départ. C'est vrai que je ne suis plus le même homme que celui qui est arrivé devant vous il y a 9 ans. Alors que ma vie était destinée à apprendre aux autres, j'ai finalement beaucoup appris des autres, de vous tous. Je vous remercie. Je ne vous oublierai jamais. Longue vie à la CSQ.
Il faut s'en garder pour le reste de la semaine, quand même. Merci beaucoup. Merci infiniment. Moi, je m'en vais au congrès. Il me semble que je n'ai pas d'émotion, mais là, vous êtes en train de m'en faire vivre. Là. Mais comme on a encore quelques jours à faire ensemble, on va essayer de s'en garder un peu. On est à un moment où je vais inviter nos partenaires syndicaux à prendre la parole, s'adresser au congrès. Commencer par notre premier invité qui va prendre la parole, c'est le président de la FTQ, M. Michel Arsenault. Michel est président de la FTQ, là, j'aurais dû lire sa biographie. Il en est à son deuxième mandat, ce que je suis capable de dire, au moins 4 ans, sinon 5 ans. Puis Michel a vécu sa présidence dans une période de tourmente. Et je peux vous assurer, pour moi, Michel Arsenault, c'est un ami. C'est un ami du syndicaliste, c'est un homme, je veux dire, de courage, de sang-froid, mais en même temps un homme généreux, qui ne regarde pas le monde de haut, qui est facilement accessible. Et c'est pas pour rien qu'on attaque la FTQ à tout bout de champ, c'est une grande centrale. Et quand je vous parle des attaques du patronat, pour essayer d'affaiblir le mouvement syndical, bien, les premières choses que tu essaies de faire, tu essaies de couler le gros bateau. Bien, le gros bateau, il y a un bon capitaine à sa tête qui tient la proue continuellement. Et Michel est un ami, il a toute mon admiration, puis c'est avec plaisir que je vous l'introduis pour qu'il puisse vous adresser la parole. Michel Arsenault, président de la FTQ. Bonjour tout le monde. Merci, Régent, pour la présentation. C'est vrai que Régent et moi, nous sommes des amis. On est 2 gars du bas du fleuve. Il y a des gens du bas du fleuve ici, j'espère, je suis sûr. Mais bravo, la Gaspésie. J'arrive de Gaspé, justement, hier soir. Merci encore une fois. Écoutez, ça ne m'arrive pas souvent d'adresser la parole à autant de professionnels, d'enseignants, de travailleurs du secteur de la santé communautaire. Vous savez, la FTQ, c'est majoritairement des gens du privé. Et moi-même, je viens du secteur minier, qui n'est pas le secteur le plus populaire, le plus facile, c'est ici au Québec. Je voudrais à mon tour saluer Régent Parent, votre président sortant. Dernièrement, je l'ai appelé pour le taquiner un peu. Il y a un journaliste, j'avais écrit dans mes notes, un journaliste mesquin et contrôlé, puis j'avais changé ça pour dire un journaliste, disons, peu enclin à parler bien du monde syndical. Les journalistes-là avaient traité Régent d'immuable. L'immuable Régent Parent, mais Régent Parent l'a fait mentir en décidant, lui, de partir, et non la presse le faire partir. C'est sa décision. Personnellement, vous savez, j'ai appris beaucoup avec Régent Parent. Les dernières négociations publiques et parapubliques, j'avais aucune expérience que ce soit dans le public, parapublic. Et avec Claudette et les autres, on s'est entendu sur un pacte de non-maraudage qui a été respecté par tout le monde. On s'est entendu également sur un front commun et une coordination de la négociation qui a été respectée par tout le monde. Et finalement, on a réussi en moins de 8 mois à obtenir une convention collective négociée. Bravo, bravo pour le front commun. Et moi, je serai encore là, je l'espère, au prochain, et espérons qu'on pourra renouveler cette expérience fructueuse pour l'ensemble de nos membres. Régent Parent est également membre du conseil d'administration du Fonds de solidarité. Je remercie Régent pour son apport au conseil d'administration, tes propos justes à point, Régent, ton bon jugement, tes bons conseils, ta générosité aussi, ta générosité. 2 mots sur le printemps érable, Régent en a parlé pas mal. On s'était presque résigné au Québec à décrire notre jeunesse comme une jeunesse individualiste qui ne pensait qu'à eux. Nos jeunes nous ont fait changer d'idée. Notre jeunesse croit aux outils collectifs, puis à la mobilisation, puis nous l'ont prouvé. On a une jeunesse articulée. Et ça, en grande partie, c'est grâce à l'éducation reçue par plusieurs d'entre vous, des gens que vous avez l'honneur de représenter. Bien, merci. Merci aux membres que vous représentez dans l'enseignement.
on a une jeunesse. Moi, je suis épaté de l'enseignement au Québec. J'ai un petit-fils, moi, qui étudie à l'école La Passerelle à Varennes. 1 an d'école, j'en reviens pas du progrès qu'il a fait. J'en reviens pas du progrès qu'il a fait. Et malheureusement, dans votre métier ou dans vos promotions, vos professions, on voit le résultat que des années après. Mais moi, je vous salue et je vous remercie de ce que vous faites pour la jeunesse du Québec. Vous savez, Réjeanne a parlé longuement, 2 autres minutes. Au Québec, on est la société la plus syndiquée en Amérique. Puis malgré tout, on est la société la plus égalitaire des Amériques. Les garderies à 7 piastres par jour, l'assurance parentale, l'équité salariale, le retrait préventif de la femme enceinte pour préserver le fœtus avec pleine compensation, les frais de scolarité les plus bas au Québec. C'est pour ça qu'on se bat pour les garder. Notre taux de syndicalisation est également à 40 %. Et notre taux de syndicalisation de 40 % est loin d'être étranger à tous ces bénéfices sociaux. Et c'est une bataille de tous les jours, pour maintenir puis améliorer notre différence. Vous savez, le mouvement syndical au Québec est incontournable. On a une presse parfois hostile, souvent complaisante, loin d'être complaisante, dis-je. Et notre force, mes amis, c'est vous autres. La force du monde syndical, ce sont les hommes et les femmes qui, tous les jours, dans leur milieu de travail, ont un bon mot pour leur syndicat, un bon mot pour leur centrale, un bon mot pour le syndicalisme en général. Les gens qui ne sont pas... Moi, j'ai eu la chance, pendant 30 ans, d'être payé pour faire du syndicalisme. La majorité d'entre vous, vous le faites parce que vous y croyez, puis bravo, puis continuez. À la FTQ et ailleurs, on va continuer de même, puis je suis convaincu qu'on va, dans les années à venir, faire en sorte qu'on aura un syndicalisme aussi fort qu'il est là, puis encore plus fort. C'est fort important. En terminant, j'aimerais saluer Louis Chabot, lui souhaiter bonne chance, et lui dire que les liens que Réjean a tissés avec la FTQ seront maintenus. Merci, mes amis. Bon congrès. OK. Deuxième intervenant, ça ne fait pas assez longtemps qu'on se fréquente pour que je l'appelle mon ami, mais je vais quand même l'appeler mon camarade. Le président de la CSN, Louis Roy, avec qui il reste que en marge de la négociation, il avait cette responsabilité. Donc, on a eu l'occasion de faire quelques tournées dans la dernière ronde de négociation. J'ai eu beaucoup de plaisir à partager la tribune avec Louis. Éventuellement, j'ai même proposé, là, quand tu arriveras en retraite, on pourrait faire stand-up comique à 2. Il me semble qu'on ferait un bon petit duo. Et vous allez voir aussi dans Louis, veut dire un homme profondément engagé, épris de justice, un bon social-démocrate, puis quelqu'un qu'on apprécie à connaître. Louis Roy, président de la CSN. Alors, je voudrais saluer tous les délégués du Congrès, les gens de l'exécutif, les invités nationaux, internationaux, et bien sûr, le camarade Régent Parent, votre président sortant. Vous savez, Régent le dit, mais je pense qu'il faut se le répéter. Nous sommes, comme citoyens canadiens et québécois, nous sommes victimes d'attaques énormes, autant sur les volets démocratiques que sur la notion du syndicalisme même. Ottawa, c'est véritablement le désert social à Ottawa. Nous, on a 5 députés conservateurs ici au Québec. C'est probablement les pires qu'on a jamais eus. Et vous savez, ces gens-là, malheureusement, c'est eux qui nous gouvernent et ils ont l'impression d'avoir le pouvoir et non pas de gérer le pouvoir que le peuple leur a donné. Et ils nous en ont donné un bel exemple avec C-38, là, un document incroyable. Lisez juste le résumé, c'est quand même 14 pages. Changer 70 lois
dans un document de 400 quelques pages, c'est antidémocratique. Et en plus, imposer le bâillon à une opposition qui, de toute façon, n'aurait rien pu faire parce que le gouvernement est majoritaire. Stephen Harper est en train de confondre majorité et dictature, et ça, c'est très dangereux pour l'ensemble des citoyens du Canada comme du Québec. Si on regarde ce qui se passe à Québec, on a un gouvernement qui, je ne sais pas si vous vous en souvenez, en 2003, quand Jean Charest est arrivé, l'Action de grâce, au mois d'octobre 2003, une lettre publiée dans tous les journaux, une lettre du premier ministre, disant que les syndicats empêchaient finalement le Québec d'évoluer et qu'il fallait se dépêcher de les mettre dehors. Et la bataille qu'on a faite conjointement, toutes les organisations syndicales, contre le gouvernement Charest, nous a permis de lui faire changer d'idée, du moins en surface. Mais quand on voit la façon dont il a travaillé ou pas travaillé dans ce qu'on appelle le conflit étudiant, je vous rappelle que ce conflit étudiant-là est quand même une revendication des syndicats depuis plusieurs années. La question de la gratuité scolaire, par exemple, c'est une revendication que nous portons depuis 40 ans. La question de cesser d'augmenter les droits de scolarité, on porte ça en intersyndical depuis plusieurs années. Et on a un gouvernement qui a décidé, lui, d'appliquer ces règles néolibérales sans aucune vision ou compassion pour l'avenir du Québec, mais plutôt une vision uniquement sur le développement de l'idée néolibérale de l'utilisateur-payeur. Et quand on regarde maintenant ce qui se passe au niveau mondial, on sort des rencontres de Rio plus 20, eh bien on se rend compte que sur toute la planète, même le Vatican est en train de faire en sorte que tous les gouvernements de la planète sont en train de s'éloigner de leur peuple, sont en train de se rapprocher uniquement du capitalisme financier, et tout ça au détriment non seulement des gens dans leur vie quotidienne, mais peut-être aussi au détriment de la vie tout court sur la planète. Alors, on a beaucoup devant nous d'attaques qui sont faites contre la démocratie, contre les populations, au profit uniquement de ceux et celles qui engrangent constamment des argents un peu partout, ce qu'on appelle le 1% de la planète. Les crises économiques qu'on a vécues depuis 2008, ce sont des crises qui vont se répéter constamment. 2008, 10 000 milliards de dollars. 10 000 milliards, c'est un chiffre qui est probablement très difficile à comprendre, qui n'a aucune signification pour bien des gens. 10 000 milliards de dollars d'argent public ont été transférés vers les banques et vers les compagnies pour uniquement remettre le capitalisme sur ses rails. Et on le voit, le chemin de fer nous mène vers le même précipice. Et le capitalisme, beau être revenu sur ses rails, il continue à siphonner l'argent public pour le transférer vers des compagnies, vers des banques. Je vais juste vous dire un mot sur les banques canadiennes. Les 6 plus grandes banques canadiennes ont annoncé, il y a à peu près 3 semaines, un mois, les profits pour les 3 premiers mois de 2012. Je ne vous les défilerai pas une après l'autre, là, mais les 6 plus grandes banques canadiennes, elles ont engrangé en 3 mois 7,6 milliards de dollars en profit net. Net. 7,6 milliards. Et on voudrait nous faire croire, à nous, la population, qu'il n'y a pas d'argent pour subventionner, pour soutenir les services publics, qu'il n'y a pas d'argent pour soutenir les étudiants et les étudiantes qui veulent faire des études supérieures. On nous prend vraiment pour des imbéciles. Et ça, le rôle des organisations syndicales, ça a été dit, mais je le répète, le rôle des organisations syndicales, il est essentiel pour faire en sorte de faire comprendre à nos membres, à la population, qu'ils se font berner, que s'ils ne lisent que les chroniqueurs ou les gens de certains journaux dont il ne faut pas prononcer le nom, bien, s'ils ne lisent que ça, ils se font raconter n'importe quoi et ils croient n'importe quoi. Et notre rôle premier, c'est de sortir les gens de l'ignorance. Vous le faites, vous, au quotidien, dans vos emplois, dans votre job au quotidien, mais il faut le faire aussi syndicalement avec l'ensemble de la population du Québec. Et c'est dans ce sens-là que je voudrais saluer la contribution de Régent. Parce que, effectivement, moi, je connais Régent depuis 9 ans. J'étais responsable de la négociation du secteur public quand Régent est arrivé à la tête de votre organisation. Et sortir les gens de la torpeur, amener les gens à se mobiliser,
à rechercher des objectifs atteignables, accessibles, bien, Régent a toujours été de ces eaux-là, et surtout de créer une solidarité intersyndicale qui permet aux gens d'avoir une certaine confiance dans leurs organisations. Parce qu'il faut se le dire, depuis 30 ans, les gens ont perdu une certaine confiance en leur organisation syndicale. Et ça, depuis 2007-2008, après les décrets de 2005, on a travaillé très fort, tout le monde, à redonner un espoir, une crédibilité dans un front commun syndical qui permet pas juste de négocier des conventions collectives dans le secteur public, mais qui permet d'amener sur la place publique des revendications progressistes, socialistes même, qui font en sorte qu'on est capable d'avoir un contrepoids, une contre-proposition aux gens qui prônent le néolibéralisme à l'Institut économique de Montréal comme au Conseil du patronat. Ça, par exemple, ça va faire en sorte que nous allons devenir encore plus la cible de leurs attaques. On l'a vu avec aux États-Unis, ce qui s'est passé au Wisconsin. Les gens de droite vont maintenant cibler constamment les syndicats parce que les syndicats sont les mieux organisés pour contrer leur discours démagogique. Alors, c'est vers ça qu'on se dirige. Je comprends que Régent a décidé de définir son avenir différemment de celui de sa centrale. Régent a décidé de prendre sa retraite. Quand il m'a annoncé ça, mon premier réflexe a été de dire « pauvre Pauline pas Pauline Marois, là. J'ai trouvé, moi, que c'était derrière chaque grand homme, il y a une plus grande femme, c'est ça le slogan? Et moi, j'ai la chance de connaître un petit peu celle qui accompagne Régent depuis 28 ans. J'ai même eu la chance de travailler avec Régent alors qu'il était nouveau marié. On l'a fait venir pendant son voyage de noces avec Michel Arsenault. On l'a fait venir pour une commission parlementaire. Et comme cadeau de noces, on lui a donné le rôle de porte-parole. Alors, ça lui a permis de se préparer correctement pendant son voyage de noces. Et Régent, vous savez, il faisait la blague du stand-up comique. Mais Régent, c'est vrai qu'il est capable, devant n'importe quelle foule, que ce soit des gens du secteur privé, des gens du secteur public, des fonctionnaires, des enseignants, des infirmières, que ce soit n'importe quel type, il est capable d'ajuster son discours pour utiliser les bons mots qui touchent les gens au cœur parce qu'il parle du fond du cœur. Alors, moi, je voudrais saluer cet homme qui a dirigé votre centrale pendant 9 ans. J'ai aussi la chance de connaître Louise. Je sais que nous allons développer des liens encore plus forts parce qu'il le faut avec l'ensemble des organisations syndicales pour traverser cette période. On a toujours des périodes difficiles, mais je pense que cette fois-ci, les 5 ou 10 prochaines années vont être extrêmement difficiles et j'espère qu'on pourra compter sur l'ensemble des gens qui sont aussi retraités, dont votre ex-président, pour faire en sorte d'amener le Québec, d'amener l'ensemble de la population vers un travail décent, mais surtout vers une meilleure vie décente. Je vous souhaite un excellent congrès et j'espère que dans vos délibérations, vous trouverez l'espace non seulement pour préparer l'avenir, mais surtout pour le dessiner dans la façon que vous voulez le faire, dans une façon socialiste, démocratique, mais surtout progressiste. Bon congrès. Bonne retraite, Louis est en train de donner raison à ce que Louis Laveuche disait. La CSN l'a dit, la CSQ l'écrit, la FTQ l'a fait. Merci. Merci, Louis. Après mon ami, mon camarade, je vous dirais ma presque sœur maintenant, du secrétariat intersyndical des services publics, personne avec qui j'ai le bonheur de travailler depuis plusieurs années, qui est une femme efficace, décidée, qui a un langage direct, dit ce qu'elle pense. Les gens qui pensent que je suis transparent, là, vous allez voir une grande transparente, en l'occurrence, présidente du SFPQ, Syndicat de la fonction publique du Québec, mais ici, aujourd'hui, à titre de porte-parole du secrétariat intersyndical des services publics, Madame Lucie Martineau.
Alors, bonjour Régent. Bonjour chers amis, délégués, camarades, sœurs, conseil exécutif. Je suis heureuse en tant que porte-parole au nom de Carole, Dominique, Régine, Michel, Richard et Gilles, parce que les présidences, là, ils changent rapidement. Savez-vous, je pense que je vais avoir la plus d'ancienneté bientôt au Québec. À part Michel, là, pas sûr, on regardera ça, mais... hein? C'est ça, hein? Oui. Alors, je voudrais vous parler, premièrement, de notre alliance et aussi de la grande contribution de la CSQ et de votre président, Régent Parent, à la formation et au développement du SISP. C'est au Brésil, en novembre 2004, dans une chambre d'hôtel, à la conférence américaine. Bien, Pauline est partie, elle est assise à côté de moi, mais elle le sait. Elle le sait, Régent. Puis on était plusieurs, c'est moins dangereux. Alors, qu'a germé l'idée d'unir nos forces pour le maintien et la promotion des services publics. En mars 2005, nous avons concrétisé notre alliance, auquel s'est ajouté, il y avait la CSQ, le SPGQ et le SFPQ, auquel s'est ajouté la FIC et l'APTS. Régent a été un des premiers visionnaires à affirmer que la mise sur place du SISP pourrait favoriser la création d'un éventuel front commun lors des négociations. Et il avait vu juste. Nous représentons maintenant plus de 330 000 travailleuses et travailleurs dans les grands secteurs des services publics au Québec, qu'on soit en éducation, en santé et services sociaux ou dans l'administration publique. Je crois personnellement que cette expérience a permis à chacune de nos organisations de bénéficier des uns et des autres, de nos expertises, de nos ressources et de nos savoirs. Nous sommes une force syndicale incontournable, essentielle pour les services publics, non seulement au Québec, mais partout sur la planète de par notre affiliation à l'International des services publics. Régent, tu as cru au SISP. Tu as milité pour faire connaître la place du SISP dans le respect de nos différentes organisations et de nos cultures organisationnelles, qui, passant, n'est pas toujours facile. Je veux souligner tes grandes qualités d'un militant analytique, médiateur, négociateur, rassembleur, un homme de cœur qui aime partager ses valeurs de justice et d'équité, un homme d'une grande culture qui aime partager également les bonnes choses de la vie et avoir du plaisir avec les gens, ses amis, sa famille et les gens qui l'entourent. Sans dire que tout est parfait, nous devons être fiers des luttes que nous avons menées, des travaux que nous avons partagés. Le SISP nous a permis de mieux nous connaître entre nous, la réalité de chacune des membres qu'on représente. Il y a beaucoup de préjugés qui sont tombés lorsqu'on comprend la réalité des autres, notamment dans mon organisation syndicale où les fonctionnaires n'ont pas la meilleure cote au Québec, mais partout sur la planète, c'est la même chose. En SISP, nous avons partagé une vision commune d'un syndicalisme engagé. Maintenant, nous regardons la possibilité de solidifier encore plus notre alliance, avec des aspirations, oui, de s'unir sans se perdre et dans le respect de chacune de nos organisations. C'est une étape, un carrefour, où on va explorer différents scénarios. Nous espérons être plus efficaces, mieux outillés pour faire face aux défis du mouvement syndical, défis que mes collègues en ont discuté depuis ce matin. Lors de votre congrès, vous aurez un espace également pour discuter de l'avenir du SISP. Espérons ensemble à devenir une force syndicale incontournable en matière de services publics et parapublics au Québec. Occupons cette place importante. Il est important de continuer dans ce sens. Je suis persuadée aujourd'hui que le rapport de force que nous avons réussi à établir ensemble est la base de nos succès futurs avec nos autres collègues des organisations syndicales du Québec, du Canada et du monde entier. Je fais un clin d'œil ici à Louise, que je connais depuis même plus longtemps que Régent. Nous avons été vice-présidente pas mal d'années. Et en lui disant que nous faisons le pari de la solidarité et que nous allons continuer à bien travailler ensemble,
Encore une fois, merci Régent pour toute ta collaboration ainsi que toutes les collaboratrices et collaborateurs de la CSQ dans tous les dossiers que nous avons. Ça a été vraiment un partage généreux de vos savoirs que nous avons vraiment apprécié. Je te ferai un clin d'œil. Tu as été 9 ans à la présidence de la CSQ. Jean Charest, ça fait 9 ans qu'il est au pouvoir. C'est assez. Toi, tu quittes pour la retraite. Nous, on va s'occuper de le faire quitter. Bon congrès. Là, je ne sais pas si je dois bien prendre son clin d'œil. En tout cas, ça essayait de me flirter, ça m'a comme déstabilisé un peu. Ça doit être de la stratégie hautement féminine, ça, pour déstabiliser un homme. Donc, je remercie Michel, Louis, Lucie d'avoir pris le temps. Puis surtout dans le cas de Louis, là, il saute à bord d'un avion. Il a même refusé l'invitation à dîner du président de la CSQ parce qu'il y avait d'autres occupations. Il y a notre collègue François Vaudreuil de la CSD qui devait être là, puis qui lui aussi a été retenu ailleurs. Mais je voudrais, parce que dans le fond, c'est un peu un regard sur la dernière ronde de négociation. Vous avez le Front commun assis en avant de vous, et j'espère aussi que ça augure de l'avenir de la prochaine ronde de négociation, un Front commun encore plus fort. Fait que, messieurs, madame, Michel, il dit que juste à moi et lui, on a le front complet. Mais on va s'en retenir. Donc, merci infiniment, puis je vous invite à lui donner une bonne main, une main tournée vers l'avenir d'un Front commun qui fera avancer les conditions de travail de nos membres.